Oui, donc je vais vous présenter mes travaux de thèse globalement. Je vais présenter principalement trois publications et à la fin, j'essaierai de parler d'une librairie qu'on a lancée à la fin de ma thèse. Et voilà, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais commencer par parler des problèmes inverses de manière générale en imagerie, des choses vraiment banales, et juste pour introduire le sujet. L'idée principale, c'est quand on a une image en entrée, elle a subi quelques dégradations. Par exemple, ici, si vous essayez de prendre Mbappé en mouvement, vu qu'il va très vite, vos caméras va sans doute trembler et ça va faire du flou. Et donc, le but du problème inverse, c'est de retrouver l'image originale à partir de cette image dégradée, donc ici flottée. Un autre exemple, vous avez une image d'entrée qui a perdu quelques pixels et vous essayez de retrouver les pixels manquants à partir de cette image d'entrée. D'autres exemples, par exemple, pour différentes applications. Ici, en astronomie, ce que fait un télescope, c'est qu'elle prend différentes fréquences, donc un spectre UV, et à partir de ce spectre, le but est de retrouver l'image originale. Ou en imagerie médicale, par exemple, un scanner, c'est qu'il va prendre différentes intensités sous différents angles, et le but, c'est de retrouver l'image ici d'un cerveau à partir de ce sismogramme. Donc pour tous ces problèmes, on va considérer qu'on a en entrée une image X, qu'on a originalement une image X qui est un vecteur avec n composantes, et elle a subi ce vecteur X subit une dégradation ou une observation qui fait qu'on observe en fait une image Y qui est maintenant un vecteur avec n composantes. Et on suppose qu'on connaît exactement ce qu'est la dégradation. Donc c'est quoi la dégradation? On suppose que d'abord, pour simplifier le problème, on suppose qu'elle est linéaire. Donc, on multiplie X par une matrice A, que je vais appeler matrice de dégradation. Et il y a du bruit. Donc, le bruit il est inhérent au processus d'acquisition de l'image. Ce bruit il va avoir différentes. Il peut prendre. Enfin, il est aléatoire et il est paramétrisé par une distribution de probabilité. Donc, ça peut être différentes formes. Le plus simple, c'est de prendre un bruit gaussien, mais ça peut être aussi un bruit de poisson ou des bruits beaucoup plus exotiques. Alors, vu qu'on connaît exactement c'est quoi la dégradation, donc la matrice A ou le modèle de bruit, en fait, la solution peut-être la plus simple et qui marche sans doute le mieux, c'est si vous avez accès à une grosse base de données d'images, donc imaginons toutes ces images-là, vous appliquez votre opérateur de dégradation, donc ça vous donne ici des images dégradées, et ce que vous pouvez faire, c'est utiliser votre réseau de neurones préféré et l'apprendre à restaurer une image. Donc, vous l'apprenez à partir de ces images-là, de retrouver ces images-là. Et donc, si votre réseau de neurones est assez fort, normalement, ça fonctionne très bien. Le principal problème, c'est que dès que votre matrice de dégradation A va changer, ou votre modèle de bruit va changer, vous allez devoir réapprendre un nouveau réseau de neurones. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on ne veut pas forcément faire. Donc, on va plutôt favoriser une approche non supervisée. Donc, comment faire cette approche? Alors, on va déjà retranscrire donc ce problème inverse en un problème d'optimisation grâce à une formulation variationnelle. Pardon. Je vous dis, on essaie de retrouver X à partir de l'image dégradée Y. Donc déjà, je vais vous donner un peu je vais essayer de faire une explication un peu heuristique de la formulation variationnelle et après une présentation un peu plus mathématique. Donc en fait, notre estimée, on peut dire qu'elle doit vérifier deux critères. D'abord, un premier critère, c'est que si on réapplique la dégradation, alors on doit retrouver une image qui est proche de l'image observée originale, Y. Donc AX étoile doit être proche de Y. Et en plus, forcément, avec notre estimé X étoile, doit ressembler à une vraie image. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retranscrire ces deux critères en deux fonctions. Et ce qu'on va vouloir, c'est minimiser la somme des deux fonctions. Donc, la première fonction qui va être appelée f le long de l'exposé est un terme d'attache aux données, donc data fidelity. Donc, en gros, elle est minimale lorsque le premier critère est vérifié. Donc, typiquement, une normale 2 entre x et y. Et la deuxième fonction, c'est un terme de régularisation qui est minimale lorsque le deuxième est vérifié. Donc, ça quand x ressemble à une vraie image. Donc, la principale difficulté, c'est de choisir ce terme de régularisation. Il y a énormément de choses qui ont été faites sur ce sujet.
Et nous, dans mon travail, on va essayer d'apprendre un terme de régularisation à partir d'une base de données d'images. Alors, une formulation un peu plus probabiliste de ce problème d'optimisation. Alors, donc je vous avais dit que le bruit, il est aléatoire, ce qui fait qu'on peut dire que l'observation, elle suit une loi de probabilité conditionnelle, P de Y sachant X. Donc, X, c'est l'image observée qu'on cherche, et Y, bah, c'est l'observation. Et ce qu'on veut, en fait, c'est maximiser la probabilité de X sachant Y. Et donc, grâce à une formule de Bayes, on peut réécrire P de X sachant Y comme ceci, enfin en passant au log et en prenant le minimum. Ces deux problèmes sont équivalents. Alors, P de Y sachant X, ça correspond à l'observation, dont on connaît, donc ça, on sait ce que c'est. Donc, ça va devenir le terme d'attache aux données. Et P de X, c'est une distribution des images propres, on ne sait pas ce que c'est probablement très complexe. Et donc, ça devient, moins log de P de X devient le terme de régularisation. Donc, le terme d'attache aux données, suivant le modèle de bruit qu'on choisit, il va changer. Donc, si on suppose que le bruit est gaussien, on retrouve le terme d'attache aux données L2. Si on suppose que le bruit est une distribution de Poisson, on va retrouver par exemple une divergence de Kullback-Leibler entre Y et AX. Et suivant, on peut utiliser d'autres modèles de bruit, ça va donner d'autres formes de termes d'attache aux données. Donc, cette fonction f, on la connaît, et elle dépend juste de la matrice A et du modèle de bruit. Donc, elle dépend du processus de dégradation, on suppose qu'on connaît. Et par contre, la distribution P de X, on ne la connaît pas. Donc, c'est quelque chose de très compliqué, très non convexe. Et donc, ce qu'on va vouloir, c'est l'approcher. Donc, voilà. Alors, donc les méthodes plug and play, c'est un type de méthode qui permet justement de donner une approximation de ce prior, P de X, et donc de ce terme de régularisation. Alors, j'ai essayé d'abord avant de présenter encore une fois mathématiquement les méthodes plug and play, j'ai essayé de donner une explication plus heuristique. Alors, les méthodes plug and play, elles s'articulent autour de deux idées principales. La première idée, c'est de découpler l'optimisation sur les deux termes que je viens de vous présenter, f et g. Donc, c'est-à-dire qu'on va pour minimiser la somme des deux fonctions, f plus g, on va plutôt essayer de minimiser f, puis minimiser g, et ça itérativement. Donc, si on minimise f puis g, à la fin, on va sans doute minimiser f plus g. Donc, ça permet de splitter le problème en deux. Et ensuite, la deuxième idée, c'est de remplacer le terme de minimisation sur g, donc on ne savait pas ce que c'était g, c'est probablement très compliqué, par une étape de débruitage. Pourquoi débruitage? Parce que le débruitage, c'est le problème inverse peut-être le plus facile, parce que ça correspond à prendre A égale identité dans la dégradation. Donc ça, c'est facile. On a plein de débruiteurs d'images qui fonctionnent très bien. Et pourquoi remplacer le terme de minimisation de G par une étape de débruitage? Parce qu'on peut se dire que quand on débruite une image donc, qui a été... quand on débruite une image bruitée, on se rapproche d'une image qui est plus propre que l'entrée. Donc forcément, on va toujours décroître une fonction de régularisation G. On va toujours se rapprocher du manifold des images propres quand on débruite une image. Donc on peut se dire qu'on va remplacer un terme de décroissance de G par une étape de débruitage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va itérer ce processus, d'abord débruiter. Donc débruiter, ça va sans doute nous faire rapprocher du manifold des images propres. Donc l'image va devenir de plus en plus propre. Et ensuite, faire une étape de décroissance de la fonction f, dont on connaît. Donc ce processus-là, on imagine que ça fonctionne. Et donc l'idée principale, en fait, c'est d'utiliser un débruiteur d'image pour résoudre n'importe quel autre problème inverse en image. Alors maintenant, je vais vous présenter un peu plus mathématiquement les algorithmes plug and play. Ensuite, je vous parlerai des contributions de ma thèse qui a été d'étudier la convergence de ces algorithmes. Et à la fin, je vous parlerai d'une librairie Python. Alors, pour vous parler de plug and play, il faut que je vous parle, j'ai dit, des algorithmes d'optimisation pour minimiser la somme de deux fonctions. J'appelais f plus g.
Alors déjà, si on voulait pas minimiser la somme de deux fonctions, mais juste minimiser une fonction, là, j'introduis juste des opérateurs classiques en optimisation du premier ordre. Donc, si on veut minimiser f et que f est suffisamment régulière, on peut juste faire une descente de gradient sur grand F ici. Et un autre algorithme qu'on peut faire, c'est une descente de gradient non pas explicite, mais implicite, qui s'écrit comme ceci. Pourquoi implicite? Parce que xk plus 1 se retrouve de l'autre côté ici. Et ça revient à itérer un opérateur qu'on appelle l'opérateur proximal, et ici en orange, et qui s'écrit comme ceci. Donc, ces deux algorithmes convergent vers un minimum de grand F, si f est suffisamment régulière, et font intervenir deux opérateurs assez importants qu'on va utiliser dans la suite, donc l'opérateur descente de gradient en vert et l'opérateur proximal en orange. Maintenant, si on veut minimiser la somme de nos fonctions et pas seulement une seule fonction, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ces différents opérateurs sur l'une et l'autre des fonctions. Donc, c'est cette idée de découplage que je vous expliquais. Bon, déjà, si f et g sont tous les deux assez régulières, on peut juste faire une descente de gradient encore. On peut faire des choses plus intéressantes, comme la descente de gradient proximale, où on fait une étape de descente de gradient explicite sur une des deux fonctions, par exemple f, et une étape de descente de gradient implicite, donc une étape proximale, sur l'autre fonction. Donc ça, c'est on fait ce découplage entre optimisation sur f et sur g, et on itère. Et à la fin, on va tomber sur un minimum de f plus g. Donc ça peut être fait dans les deux sens. On pourrait faire une étape verte sur G et une étape orange sur F, et ça marcherait bien aussi. Un autre algorithme, c'est ADMM, qui est équivalent ça s'appelle aussi Douglas Rashford splitting. Et celui-là, il n'utilise pas des descentes de gradient explicites, mais juste des descentes de gradient implicites, donc des étapes proximales sur F et sur G. Donc là, encore une fois, on split l'optimisation sur F et G, on itère sur F, et puis sur G, puis sur F, puis sur G, etc. Et à la fin, on tombe encore une fois sur un minimum de F plus G. Donc ça, ces algorithmes-là, c'est les algorithmes de base qu'on va utiliser. Dans la suite de l'exposé, à chaque fois, je partirai de l'algorithme descente des gradients proximales, ici, parce qu'il est plus simple et ça permet de simplifier les notations et de ne pas écrire tous les algorithmes. Donc, on va se concentrer sur cet algorithme-là. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'interrompre. Une remarque, une fois qu'on est là, c'est que cet algorithme-là, par exemple, on n'utilise jamais la fonction g explicitement, mais on utilise son opérateur proximal ou son gradient. Donc g n'intervient jamais explicitement, mais son gradient ou son opérateur proximal. Donc ça va être important dans la suite. Ok, donc la deuxième chose importante pour présenter les méthodes plug and play, je vous ai dit, c'est le débruitage. Donc voilà le problème de débruitage. On a une image bruitée ici. Donc X, on lui ajoute du bruit gaussien. Donc chaque pixel à chaque pixel, on ajoute une valeur tirée selon une distribution gaussienne de variance sigma carré. Et ça nous donne donc l'image bruitée qui a été ça. Donc ça c'est Y, ça c'est X et ça c'est bruit. J'appelle Xi. Il y a deux débruiteurs en fait théoriques qui sont importants. Donc il y a deux estimateurs théoriques dont dans le cas général, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas les calculer, mais par contre ils sont quand même intéressants. Donc les débruiteurs que je vais appeler MMSE, donc c'est minimum square error. En fait, le MMSE, il prend la moyenne de l'attribution postérieure P de X sachant Y. Okay, donc P de X sachant Y, l'attribution, cette formule-là nous donne P de Y sachant X, et donc P de X sachant Y, c'est la distribution postérieure, donc c'est celle qui nous intéresse. Il y a deux estimateurs qu'on peut avoir sur P de X sachant Y, soit on prend sa moyenne, ici, soit on prend son maximum, ici. Donc ça nous donne deux débruiteurs différents. La moyenne, c'est le MMSE, et le max, c'est le MAP, donc maximum a posteriori. Okay, donc ça, c'est deux débruiteurs théoriques dont on ne sait pas calculer explicitement dans le cas général.
Du coup, ça suppose que tu as un prior sur X. En écrivant P de X, sachant. Ouais. Il y a un prior sur X, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est parce qu'il y en a un. Alors, on ne sait pas les calculer, mais par contre, ils ont des formules explicites qui relient. Il y a des formules explicites qui relient ces débruiteurs théoriques justement au prior P. C'est quoi cette formule? Donc, il y a une formule qui s'appelle formule de Tweedy qui relie le MMSE à une descente de gradient sur moins log de P, ou moins log de P sigma. P sigma, c'est une version smoothée de P, lisse de P. Donc voilà, donc en fait, cette formule, elle nous dit que le débruiteur MMSE réalise une descente de gradient explicite sur moins log de P. Et moins log de P, je vous disais tout à l'heure, c'était la régularisation optimale qu'on voudrait. Donc G, c'était moins log de P. La formule de base, elle nous dit de l'autre côté que le débruiteur MAP, qui est donc un autre estimateur, réalise une étape de proximale sur moins log de P. Okay, donc il y a quelque chose qui relie le débruitage à une étape de descente de gradient implicite ou explicite sur le terme de régularisation optimale, moins log de P. Donc, un débruiteur réel, ce qu'on peut supposer, c'est, enfin, nous on ne sait pas c'est quoi ces débruiteurs, mais une fois qu'on a, je sais pas, un débruiteur, je sais pas, un réseau de neurones qu'on a appris à débruiter, on peut se dire, bah, il va approcher l'un ou l'autre de ces débruiteurs théoriques. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a un débruiteur d'image, ce qu'on peut supposer, c'est qu'il va réaliser une descente de gradient explicite ou implicite sur nos termes de régularisation qu'on souhaite approcher, moins log de P. Donc, pour l'instant, on a vu que la régularisation idéale, c'était G égale moins log de P, où P, c'est le prior des images. Pour minimiser F et G, on a besoin du gradient de G ou de l'opérateur proximal de G. Et justement, ces deux quantités sont données par un débruiteur d'image. Donc, on a tous les ingrédients pour introduire l'idée des méthodes plug and play. Donc, les méthodes plug and play, ce qu'elles font, c'est une fois qu'on a retranscrit notre problème inverse d'image en un problème d'optimisation, on minimiser la somme de deux fonctions f et g, où f, c'était ce truc-là dont on connaît la formule, et g, c'est moins log de p, mais on ne sait pas ce que c'est p. On se dit qu'on va faire une descente de gradient proximal pour minimiser f et g, donc une étape de prox sur une des deux fonctions, une étape de descente de gradient sur l'autre fonction. On ne savait pas ce que c'était g, mais le débruitage nous donne une approximation de f ou g. Donc, si on se dit qu'on a un débruiteur qui approche le débruiteur MMSE, le débruiteur MMSE, il faisait une descente de gradient sur moins log de p. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le gradient de g par identité moins le débruiteur. Parce que là, en gros, on a gradient de g. Donc, identité moins le débruiteur, ça va nous donner le gradient de g. Donc, dans cet algorithme-là, où il y avait le gradient de g qui apparaissait en vert, on va remplacer le gradient de g par identité moins débruitage. On ne sait pas le T sigma. Pardon? On ne sait pas T sigma. D sigma, c'est le débruiteur d'image. Donc, on peut se dire qu'on a un Non, mais D sigma, c'était D qu'on voulait avec. En fait, D sigma, ouais, D sigma, c'est un débruiteur d'image qui enlève du bruit de variance sigma carré. Ah oui, c'est pas le sigma, parce qu'il y avait dans ta convolution avant. Ouais. Smoother, il y avait un paramètre. Ouais, c'est la même chose. Bah, en fait, si c'est la même chose, dans le sens où ça, c'est le débruiteur donc, théorique MMSE qui enlève du bruit de variance sigma carré aussi. Donc, D sigma, il est censé approcher D sigma MMSE, là, qui donne ça. Donc, au final, si c'est la même chose. Pardon? On peut calculer D sigma. D sigma, c'est un débruiteur. Donc, par exemple, je te donne une boîte noire qui enlève du bruit de force sigma. Par exemple, par réseau de neurones. Et donc, ça, c'est D sigma. Donc, ça, c'est le côté des algorithmes que je vais appeler grade PNP, parce que c'est PNP, donc pour plug and play, qui ont été construits en remplaçant le gradient de G par le débruiteur. Et de l'autre côté, donc c'est les algorithmes que j'appelais prox PNP, parce qu'ils sont construits en remplaçant l'opérateur proximal de G par le débruiteur. Donc là, ici, dans cette version-là de l'algorithme PGD,
on remplace le prox en orange, donc le prox de G, par une opération de débruitage. Donc ça nous donne cet algorithme. Donc par ce processus, en gros, on a construit deux familles d'algorithmes. Une première famille que j'appelle grade PNP, qui se construit en remplaçant le gradient vert là, de G par identité moins le débruiteur. Et l'autre famille d'algorithmes qui sont construits en remplaçant l'opérateur proximal de G par le débruiteur. Donc ça, c'est les algorithmes plug and play. Alors juste pour, ici c'est une slide pour récapituler ce que je viens de dire, encore une fois. Donc à partir des algorithmes d'optimisation du premier ordre, on a des algorithmes, par exemple le PGD qui convergent, mais on ne sait pas ce que c'était G. Ce qu'on fait, c'est qu'on remplace le gradient de G ou l'opérateur proximal de G par une étape de débruitage. Donc cette étape de débruitage, elle va cacher une régularisation, notre débruiteur réel. En fait, il y a une sorte de régularisation G implicite qui est cachée dans cette opération. Et ces algorithmes, ils marchent bien, très bien en pratique. Alors par exemple, ici, pour déflouter Mbappé, il y a un algorithme qui s'appelle DPIR, qui est un peu l'algorithme à l'état de l'art en plug and play. Et ce qu'il fait, c'est qu'en seulement 8 itérations, il permet d'avoir de très bons résultats. Donc là, je vous montre l'évolution du PSNR. Donc c'est en gros la norme L2 entre la vérité terrain et l'itéré en décibels. Et là, c'est la convergence des itérés. Mais c'est juste pour vous dire que cet algorithme il marche très bien. Donc c'est ce que les gens utilisent en pratique. Et par contre, le gros problème de ces algorithmes, c'est qu'il n'y a pas de garantie de convergence. Pourquoi? Alors en fait, donc les algorithmes type descente de gradient proximal, il y a des preuves de convergence théorique très bien établies. Mais une fois qu'on a remplacé le gradient ou le prox par un débruiteur, du type une boîte noire qu'on plug au milieu de notre algorithme, on perd toutes les garanties théoriques de convergence qu'on avait. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on n'a pas, là on a à peu près égal, mais on n'a jamais vraiment que notre débruiteur, on ne sait pas si c'est vraiment un gradient ou vraiment un opérateur proximal. Donc il n'y a aucune garantie théorique de convergence, donc c'est le problème. Donc par exemple, l'algorithme DPIR qui fonctionne très bien en 8 itérations, ce qu'on peut faire, c'est à la fin de ces 8 itérations, en fait, on va continuer l'algorithme pendant 500 itérations. Et en fait, on observe qu'au bout d'un moment, il n'y a pas de convergence et il y a même de la divergence, l'algorithme il explose. Tu peux rappeler sigma, bon, c'est le. Ouais, alors sigma, c'est. Donc en fait, alors, il y a des différents paramètres qu'on peut régler dans l'algorithme. Donc je peux montrer l'algorithme, en fait, c'est par exemple celui-ci. Donc en fait, donc sigma, c'est le paramètre de bruit qu'on met dans le débruiteur. Et tau, c'est le pas de temps d'algorithme. Et donc, en fait, DPIR, ce qu'il faisait, c'est qu'il choisissait une décroissance bien choisie de ces deux paramètres qui permet de converger bien en 8 itérations. Et donc, si on fixe à la fin, on reste aux valeurs à l'itération 8 de sigma et tau, à la fin, ça explose, quoi. Du coup, oui, quand tu dis qu'il y a une décroissance bien choisie des paramètres, il y a des règles. Non, c'est tout à fait empirique. C'est empirique, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, pour chaque problème. C'est un peu un souci de. Ah ouais, c'est de régler ça tuning adaptativement, quoi. Ouais. Non, c'est empirique. Et donc, l'objectif de nos travaux, ça a été de trouver des conditions sur le débruiteur pour retrouver des garanties théoriques de convergence de ces algorithmes. Donc, donc nos débruiteurs, ça ne va pas être n'importe quel débruiteur. On va essayer de choisir une forme particulière qui permet, on va avoir de la convergence. Donc, maintenant, on va s'intéresser au problème de débruitage. Alors, il y avait déjà quelques travaux qui étaient sur ce sujet. Les principaux travaux, juste pour résumer, c'est que si je vous donne un algorithme itératif, par exemple à cette forme-là, on veut montrer la convergence de cet algorithme-là, le truc le plus évident à faire, je pense, c'est de regarder l'opérateur là et montrer qu'il est contractant. Parce que si ce truc-là est contractant, alors par le théorème de point fixe de Picard, on converge vers un point fixe de cet opérateur. Donc pour montrer que ce truc-là est contractant,
En gros, il faut montrer qu'au moins l'un des deux opérateurs est contractant, parce que la constante de Lipschitz de ces deux trucs-là, c'est la multiplication est plus petite que la multiplication de la constante de Lipschitz des deux opérateurs. Donc, il y a au moins un des deux qui doit avoir une constante de Lipschitz strictement plus petite que 1. Et en fait, c'est-à-dire que soit il faut que le débruiteur soit contractant, et ça, c'est vraiment pas souhaitable en pratique. En fait, on peut essayer de forcer le débruiteur à être contractant, et ça marche beaucoup moins bien. Donc, on n'a pas envie de supposer que le débruiteur est contractant. Et l'autre solution, c'est de supposer que ce terme-là, il est contractant, mais en fait, ça, c'est pas bien parce qu'il y a plein de problèmes inverses où il y a le F, donc le F dépend du problème inverse qu'on résout. Il y a plein de problèmes qui ne vont pas vérifier cette propriété. Donc, on va essayer de s'affranchir de ce genre de résultat. Donc, on essaye de trouver autre chose. Ça, c'est juste pour récapituler. Et donc, comment on va faire? En fait, on va essayer de remontrer que nos algorithmes plug and play résoudre de vrais problèmes d'optimisation. Alors, pourquoi ça? Donc, je vous avais dit qu'en fait, on avait perdu toutes les garanties théoriques de convergence parce que notre débruiteur n'est pas vraiment identité moins gradient ou n'est pas vraiment un prox. Et en fait, pour retrouver toutes les garanties théoriques de convergence qu'on avait sur les algorithmes d'optimisation du premier ordre de début, on va essayer de remontrer que notre débruiteur s'écrit exactement comme ça ou exactement comme ça. Et donc, le à peu près égal qu'on avait tout à l'heure, en fait, ça va être vraiment un égal. Et donc, finalement, on perd aucune garantie de convergence entre optimisation et plug and play. Donc, l'objectif, c'est de mettre un débruiteur dans l'algorithme qui s'écrit comme ça et comme ça, avec vraiment des égales. Donc, d'abord, pour la convergence des algorithmes, grade PNP qui était construit en remplaçant le gradient de G par identité moins le débruiteur. Comment on va déjà focus là-dessus. En fait, c'est assez simple. Pour forcer exactement cette égalité, on va paramétriser le débruiteur à s'écrire comme ceci en pratique. Donc, nos débruiteurs, on veut que ce soit un réseau neurone parce que c'est avec des réseaux neurones que ça marche mieux. Donc, comment on fait? On force un réseau neurone à s'écrire comme ceci. C'est simple, en fait. On prend une fonction G qui est paramétrisée par un réseau de neurones. Donc, notre fonction G qu'on choisit, qui fait que ça marche bien, c'est ça. Donc, N, c'est un réseau de neurones, c'est ce réseau de neurones-là, c'est un UNet. Donc, les UNet, c'est des réseaux de neurones qui ont cette forme-là et qui fonctionnent très bien en traitement d'image. Donc, c'est ceux qui fonctionnent le mieux, notamment qui s'utilisent dans les modèles de diffusion. Ils fonctionnent bien parce que il y a pour différentes raisons, par le fait qu'il y a ce downscaling et upscaling le long des couches, et parce qu'il y a des couches résiduelles, skip connections, qui permettent de maintenir un flot d'informations pendant tout le réseau. Bref, ça, c'est un réseau de neurones qu'on utilise en pratique. Donc, c'est ce que j'appelle N sigma. Donc, cette fonction-là, G sigma, c'est une fonction qui a une image, X, donne un nombre, un scalaire. OK? Ce qui est bien, c'est qu'en PyTorch, et avec toutes les librairies de réseaux de neurones, on peut calculer très facilement le gradient d'un réseau de neurones par rapport à son entrée. Donc ça, c'est fait automatiquement par backtracking. Donc, gradient G sigma, on peut le calculer très facilement. Et on peut avoir donc ce débruiteur-là, qui est paramétrisé par une fonction, par un réseau de neurones, pardon, et qui s'écrit exactement comme identité moins le gradient. Donc tout ça, c'est exact. Le calcul du gradient, il est exact en PyTorch. OK, donc on a un exact, je suis pas d'accord. L'autodifférenciation, ça donne quand même un gradient approché. Non, c'est exact. OK. Je crois, en tout cas. Ouais, donc. OK, donc on a un gradient. Il est non convexe parce que c'est des réseaux de neurones, donc il n'y a aucune chance que notre fonction G sigma elle soit convexe. Un truc intéressant, c'est que du coup, on a forcé notre débruiteur à s'écrire de cette manière-là. On l'apprend à débruiter des images, c'est-à-dire que on lui donne des images bruitées artificiellement avec du bruit gaussien. On l'apprend à retrouver une image propre. On peut se demander si ça va marcher parce qu'il y a quand même une forme particulière. Et en effet, ça marche quand même. Donc ici, je vous montre les performances donc, en PSNR.
entre notre débruiteur qui est là GS-UNet, qu'on a appris à débruiter, et un débruiteur, le même UNet que je vous montrais tout à l'heure, mais sans aucune garantie, sans aucune, sans le forcer à s'écrire de cette manière. C'est-à-dire qu'on prend directement le UNet N, là, on l'apprend à débruiter. Donc, il n'y a aucune autre contrainte. Et en fait, finalement, ces deux réseaux, ces deux débruiteurs ont les mêmes performances. Malgré la contrainte, on maintient des très bonnes performances de débruitage. Et une autre chose intéressante, c'est que sans aller dans le détail, en fait, on peut montrer que la fonction G sigma, là, qui était paramétrisée sur un réseau de neurones, elle donne une approximation de notre log prior smoothé. Donc, en fait, c'est ce qu'on voulait. On voulait apprendre une approximation du vrai log prior des immeubles. Ok, donc on a un débrouilleur qui s'écrit exactement comme identité moins gradient G. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est repartir nos algorithmes grade PNP, donc ils s'écrivaient comme ça. On met notre débrouilleur identité moins gradient G, et en fait, on retrouve, c'est ce qu'on souhaitait en fait, exactement un algorithme qu'on connaît, donc une descente des gradients proximale. Donc en fait, l'algorithme plug and play A devient un algorithme, exactement un algorithme d'optimisation pour optimiser F plus lambda G sigma. Donc en fait, on peut utiliser juste tous les résultats connus en convergence des algorithmes d'optimisation, ici de la descente de gradient proximal. Donc c'est en non convexe parce que G sigma est non convexe, mais on a des garanties de convergence du coup vers un point critique de cette fonction. On peut vérifier que ça fonctionne assez bien en pratique. Donc là, je vous ai mis donc, juste les itérés. Donc on ne fait pas 8 itérés forcément, parce qu'on essaie de montrer la convergence de nos algorithmes. Donc en 8 itérés, ça ne doit un peu rien dire. Là, par exemple, on a 30 itérés, et on essaye de vérifier que nos algorithmes convergent. Donc en non-convexe, qu'on peut regarder pour montrer la convergence, c'est la différence entre deux itérés. Donc on vérifie que ça tend vers 0. Donc ici, c'est en échelle logarithmique. Et la convergence vers l'optimum, un optimum, enfin le dernier itéré. Quoi. Alors, on vérifie que ça tend aussi vers 0 en échelle logarithmique. Et là, c'est la convergence donc, du PSNR, donc c'est la distance entre l'itéré actuel xk et la vérité terrain en décibels. Et ça, j'ai mis juste un tableau de valeur pour vous montrer. En fait, une fois qu'on avait un débrouilleur qui marchait bien en pratique, il n'y a pas de surprise que ça fonctionne bien l'algorithme plug and play une fois qu'on l'a utilisé avec ce débrouilleur. Et donc, en fait, on retrouve à peu près les résultats qu'on avait avec la méthode état de l'art DPIR qui ne convergeait pas. Je vous ai montré le résultat au début. Ok, donc ça, c'était pour les algorithmes grade PNP. Les algorithmes prox PNP, on ne devait pas avoir un débrouilleur qui s'écrit comme identité moins gradient, mais on devait avoir un débrouilleur qui s'écrit comme un opérateur proximal. Donc, comment on force un débrouilleur à s'écrire comme un opérateur proximal? Alors, en fait, c'est assez simple à partir du débrouilleur qu'on avait déjà tout à l'heure. Donc, notre débrouilleur qu'on avait, que j'appelais gradient step, c'était identité moins gradient G sigma. En fait, on peut repartir de ce débrouilleur et prouver qu'avec une contrainte supplémentaire, il devient un opérateur proximal. En fait, il y a un théorème donc de Grébonval et Nikolova qui dit que si le gradient de G sigma ici est un Lipschitz, donc ce terme-là est un Lipschitz, alors le débrouilleur-là est un prox d'une certaine fonction qui s'écrit en fonction de cette fonction G sigma. Donc en fait, en gros, ce théorème, il nous dit juste que si on force ce terme-là à être un Lipschitz, alors le débrouilleur est un prox. Et si le débrouilleur est un prox, on retrouve les garanties théoriques de convergence. Comment on force à être le gradient de G sigma à être un Lipschitz? En fait, on va ajouter un terme de régularisation dans l'entraînement du débrouilleur pour forcer cette propriété. Donc, ça, c'est la loss d'entraînement d'un débrouilleur, donc notre débrouilleur réseau de neurones, qu'on a normalement. Et on rajoute ce terme orange qui force
donc, ce terme-là à être un Lifshitz et donc d'être un prox. Ce terme orange, qu'est-ce que c'est? Alors, ce terme orange, c'est la norme spectrale de la SIN de G sigma. Ce truc-là, c'est une approximation de la constante des Lifshitz de gradient G sigma. Et donc, on force la constante des Lifshitz de gradient G sigma à être plus petite que 1, avec un petit epsilon, avec un paramètre d'apprentissage. Donc, si on n'avait pas le terme orange, en effet, gradient G sigma, il serait plus qu'un Lifshitz. Une fois qu'on rajoute le terme orange, en fait, on fine-tune le réseau avec ce terme orange, on devient plus petit que 1 en termes de constante de Lifshitz. Forcément, vu qu'on rajoute une contrainte lors de l'apprentissage, on perd un peu en performance des débruitages à la fin. Donc, il y a un peu un trade-off. Mais si on veut passer en dessous de 1, on perd en débruitage, mais ça reste ça reste raisonnable comme perte de performance. Ok, donc en fait, c'est juste pour montrer qu'il y a encore une fois des garanties théoriques de convergence. Donc les algorithmes prox-PNP, c'était ceux-là. Notre débrouilleur est vraiment un prox, donc on retrouve une descente de gradient proximal. Et on a des garanties théoriques de convergence non convexe. Et un exemple sur une image encore. Ici, c'est pour un problème de super résolution. Donc l'image d'entrée, elle a été, on a enlevé un pixel sur 2, je crois. Et on vérifie qu'on a vraiment de la convergence en pratique. Alors, donc ça, c'est juste une slide pour récapituler. On a proposé 2 débrouilleurs, un qui s'écrit comme ceci et un qui s'écrit comme ceci, qui permet d'avoir la convergence de nos 2 familles d'algorithmes, GradPNP et ProxPNP. Alors, cette partie-là, je pense que je ne vais pas la mentionner parce que ça va me prendre un peu de temps et je pensais un peu plus spécifique. Donc, juste pour expliquer rapidement, qu'en fait, quand on prend des problèmes inverses avec bruit de poisson, donc le bruit, ouais. Quand le bruit, on suppose que Y a été obtenu de cette façon. Je vous avais dit au début que le terme d'attache aux données F, c'est en fait une divergence de Kullback-Leibler. Et le problème, c'est que ce terme d'attache aux données, il n'a pas les mêmes probabilités de régularité qu'une distance L2, par exemple. Donc, typiquement, il n'a pas de gradient Lipschitz. Et donc, en fait, tous les algorithmes que je vous avais montré jusqu'avant, en fait, c'est utile d'avoir gradient F à gradient Lipschitz pour avoir des garanties théoriques des convergences. Et donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on change, en quelque sorte, la géométrie d'optimisation, donc avec des algorithmes type descente miroir, donc avec des potentiels de Bregman qui permettent de changer la géométrie. Et donc, il faut un peu généraliser tout ce que je vous ai dit précédemment dans ces algorithmes descente miroir. Donc, c'est ce que je fais, c'est ce qu'on a fait. Je ne vais pas aller dans le détail. Donc, en fait, c'est ce que j'explique là. Tac, tac, tac. Est-ce que je voudrais plus vous parler? Donc là, il y a une petite conclusion quand même sur cette partie. Donc, dans ma thèse, on a proposé des débrouilleurs qui permettent de rendre convergents tous les algorithmes, enfin, les algorithmes plug and play. En plus, notre débrouilleur, il nous donne accès à une approximation explicite du prior P des images propres. Et donc, on a proposé différentes preuves théoriques de convergence non convexes pour nos algorithmes. Et en plus, qui marche bien en pratique. Quelques questions qui m'intéressent maintenant mon postdoc suite à ma thèse et que j'essaie de traiter en ce moment. Différents points, c'est que nous, par exemple, le débrouilleur, enfin, on a proposé des débrouilleurs qui ont une forme vraiment spécifique. Donc, un opérateur proximal ou identité moins gradient. Ce que j'aimerais essayer de faire, c'est ne pas forcer vraiment ces débrouilleurs à s'écrire sous cette forme spécifique et se dire que si notre débrouilleur il est bien entraîné, au final, il sera très proche du débrouilleur MMSE ou MAP avec lesquels on avait des garanties théoriques de convergence. Donc, se dire, est-ce qu'on peut relier le epsilon sur la loss qu'on fait à la fin d'apprentissage du débrouilleur à la convergence
convergence des librairies de plug and play? Est-ce qu'on aura de la convergence, même si on n'est pas exactement le vrai débrouilleur théorique? Un autre problème, ça serait d'appliquer des algorithmes de plug and play à d'autres types de données, typiquement ce qu'on appelle implicit neural representations, qui est un peu des représentations implicites d'images par des réseaux de neurones. Donc, ça, c'est un peu plus complexe. Et c'est un peu plus un problème ouvert. Et forcément, il y a des liens à faire avec le transport optimal qui intéresse Gabriel, et qui m'intéresse aussi d'ailleurs, mais il y a beaucoup de liens à faire. Par exemple, le débrouilleur qu'on apprend, c'est en fait, que vous avez dit que le gradient de G devait être un Lipschitz. Et ça, en fait, ça va prendre des débrouilleurs qui sont en fait des gradients de fonctions convexes. Et la gradiente de fonctions convexes, c'est des fonctions qui interviennent beaucoup en transport optimal. Donc, il y a des liens à faire. Je ne sais pas si j'ai le temps pour vous parler de DeepInv. Et je crois que j'arrive à changer de slide. Ça serait cool. Ok, donc à la fin de ma thèse, j'ai eu l'occasion de lancer une librairie Python qui s'appelle DeepInverse, qui permet de résoudre des problèmes inverses en images avec des outils de deep learning. Donc, c'était lancé avec Julian Takela, notamment, qui est chercheur CNRS à Lyon, et Mathieu Terris, qui est postdoc à Paris, à Saclay d'ailleurs. Donc, en fait, c'est une librairie qui permet, en fait, on a essayé de mettre dans une librairie tout un peu les outils utiles à la résolution de problèmes inverses en images avec le deep learning. C'est une librairie qui est basée sur l'utilisation de PyTorch. Tout est écrit dans des modules PyTorch, c'est-à-dire qu'on peut faire de la rétropropagation sur toutes les classes de fonctions qu'on a implémentées. Donc ça, c'est utile si vous voulez apprendre, je sais pas, n'importe quel paramètre de votre algorithme automatiquement. Donc, typiquement, votre matrice de dégradation ou vos priors, etc. Et on a beaucoup d'exemples, si vous allez dans la doc, qui permettent plein d'exemples basiques pour pouvoir utiliser facilement les librairies. Et pourquoi utiliser les librairies? Je pense qu'il y a deux cas d'utilisation principaux. Déjà, si vous voulez, quand on commence une nouvelle méthode, c'est quand même utile de partir d'un code qui existe, que tout recoder à la main. Et donc, vu qu'on a plein de méthodes implantées à la librairie, je pense que c'est assez facile de repartir de ce code-là. Et un autre exemple, c'est quand on écrit nos papiers et qu'on veut se comparer aux méthodes, vu qu'il y a des méthodes à l'état de l'art implémentées à la librairie, c'est assez utile de l'utiliser pour se comparer à d'autres méthodes. Donc ça, c'est un peu le schéma global de la librairie. Donc en fait, pour résumer, on a essayé d'implémenter plein de différentes dégradations pour différents problèmes inverses d'images. Je ne sais pas si j'ai une liste quelque part. Ici, par exemple, on a une liste, je pense, non exhaustive de tous les opérateurs forward, donc les matrices de génération A qu'on a. Ce qui est utile, c'est que en fait, ces opérateurs, enfin, dans la librairie, on a implémenté plein d'opérateurs qui sont très utiles pour les algorithmes de restauration, typiquement les pseudo-inverses, les opérateurs proximaux, les gradients des différents termes d'attache aux données. Et on a aussi plein de priors, notamment basés sur des débrouilleurs, donc plein de débrouilleurs réseaux de neurones préentraînés qu'on peut utiliser. Donc on peut faire de la restauration, donc, comme je vous ai présenté dans mon exposé, ou aussi du sampling. Donc on a plusieurs modèles de diffusion que vous pouvez essayer très facilement. Je ne sais pas si j'ai un exemple. Si ça marche. Donc ça, c'est un exemple de restauration avec différents algorithmes qui sont implémentés dans la librairie, donc du plug and play, de l'unfolded. Unfolded, c'est du plug and play où on... Une batterie. Bon, c'était la fin de toute façon. Mais bon, voilà, on a plein de petits algorithmes assez sympas qui sont faciles à utiliser. Et donc, si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez des problèmes inverses d'image qui sont un peu plus spécifiques que ceux qui sont actuellement codés dans la librairie et que vous souhaiteriez les voir implémentés quelque part pour que d'autres gens les utilisent, n'hésitez pas à nous contacter.
Merci.